Bonjour à toutes et à tous, ceci est un extrait que vous allez écouter dans un format beaucoup plus court, un extrait d'un épisode qui a été réalisé précédemment. Si vous avez envie de l'écouter en entier, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode en entier. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors si on s'intéresse au TDAH particulièrement aujourd'hui, c'est parce que mon public est une audience de femmes, quasiment mères, et il y a une grande corrélation, parfois vous nous l'expliquerez, entre le postpartum, la grossesse, tout ça, ça influe sur le TDAH. Mais déjà, c'est quoi le TDAH? Pourquoi il y a ce nom barbare et à quoi ça correspond? Alors, TDAH, c'est une abréviation pour trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, on aime bien les acronymes en psychiatrie. Il n'y a pas que pour le TDAH, il y a le TSA, par exemple, qui est trouble du spectre autistique. Il y a le PTSD, qui est Post-Traumatic Stress Disorder. Donc, TDAH, c'est trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble, en fait, qui est défini dans des manuels de pathologie mentale, hein, donc le DSM-5 ou la CIM-11. C'est de nouveau des acronymes, hein. Mais c'est des manuels de diagnostic de pathologie mentale. Et puis, il y a des symptômes attentionnels, de difficulté d'attention. Et des symptômes qui décrivent plutôt l'hyperactivité et ou l'impulsivité de ces sujets. Puis il faut un certain nombre de symptômes pour souffrir du trouble. Et il faut que ces symptômes provoquent un handicap dans le fonctionnement de la personne dans au moins 2 domaines de sa vie, hein. Donc on suit grosso modo le manuel. Il y a combien de personnes dans le monde qui sont touchées par le TDAH? Alors, chez les enfants, il y a à peu près 5 à 6% de la population générale. Après, c'est variable de pays en pays, mais pas trop, hein. Donc, on va dire, si on fait dans les pays où il y a la moins grande prévalence, on est plutôt autour des 2%, jusqu'à 6% dans les pays où il y a le plus haute prévalence chez les enfants. Et chez les adultes, c'est plutôt autour des 3-4%. Ok. Donc, c'est quand même fréquent. Un taux régulier dans le monde entier, au final. C'est pas un pays qui est plus, ou les pays développés plus que d'autres. Non, alors, pas de ce qu'on sait en tout cas, parce que c'est une pathologie qui est très héréditaire, hein. Il y a une forte composante génétique dans le trouble, donc c'est 80% d'héritabilité, et on pense que c'est peu dépendant de facteurs environnementaux. Après, on a peu de données dans des pays on va dire à faible revenu économique, faible revenu finalement, qui sont ou en voie de développement, dans le sens que ces pays-là font pas tellement d'études épidémiologiques sur les pathologies psychiatriques, donc on sait pas trop quelle est la prévalence du TDAH dans ces pays-là. Mais de manière générale, que l'on soit dans des pays à fort pouvoir économique ou des pays à faible pouvoir économique, on a à peu près la même prévalence, tant chez l'enfant que chez l'adulte. C'est quoi les symptômes exactement du TDAH les symptômes. C'est un spectre, alors on peut avoir c'est ça? que des symptômes de difficulté d'attention. Alors, qu'est-ce que c'est que la difficulté d'attention? C'est une difficulté de porter attention aux détails, hein. Donc ça va être oublier de retourner une feuille lorsqu'on rend une épreuve et puis que c'était écrit en bas attention, retourner la page, il y a un recto et un verso et on rend l'épreuve et on n'a fait que la moitié de l'épreuve. Ça peut être quand on fait une recette, par exemple, de confondre millilitres et centilitres et puis à la place de faire une mousse au chocolat, on fait une crème au chocolat. Ça peut être d'autres choses de ce type-là. Il y a des difficultés d'attention soutenues, hein. C'est la difficulté de rester longtemps concentré sur une tâche. Donc l'attention, c'est pas où elle part, hein, mais le classique, c'est la personne qui dit, moi je peux lire un livre, je lis 3 pages, moi je sais pas ce que j'ai lu, je sais pas qui est Paul, je sais pas qui est Virginie, je sais pas pourquoi ils sont dans ce château. On sait pas, c'est pas forcément parce que la personne a été distraite, hein, mais c'est que l'attention a disparu. Donc et généralement c'est assez variable, mais chez les personnes avec TDAH, l'attention elle est d'environ 5 à 20 minutes. Donc au bout d'un moment ça lâche, ça part, hein. C'est le côté rêveur un peu dans la lune qui est décrit chez des enfants qui ont ce trouble. Après, il y a les pertes d'objets, les oublis, hein. Quelqu'un qui a un TDAH perd souvent ses clés, perd souvent ses objets, ne sait pas où il les a mis. Alors moi, je crois que j'ai perdu 250 fois mes clés et mon téléphone, que je retrouve, hein. C'est pas que c'est perdu définitivement, je les retrouve dans le jardin, je les retrouve dans mes chaussures. Je sais pas pourquoi c'est là, mais je suis distrait par autre chose, hein. Donc la distractibilité est aussi un des symptômes, hein. C'est-à-dire que je pense à autre chose quand je fais quelque chose qui fait que je suis constamment pas en train d'écouter mon interlocuteur, je n'écoute pas les informations qui me sont données, donc je suis pas forcément les consignes qu'on m'a demandé de faire, donc je fais les choses un peu dans le désordre, dans tous les sens. Alors
Comme ça peut paraître marrant, hein, et on peut tous se reconnaître là-dedans, mais il faut imaginer que c'est quelque chose qui doit être quand même répété, récurrent, et qui caractérise l'individu. Hein. C'est pas parce que je perds une fois mes clés que j'ai ce symptôme-là. Hein. En l'occurrence, il faut les perdre plusieurs fois, avec des conséquences quand même. Alors clés, ça peut être aussi téléphone ou d'autres objets qu'on a besoin au quotidien. Hein. Après, il y a les difficultés de planification, d'organisation. Donc c'est une difficulté de planifier dans le futur. Hein. Donc quelqu'un qui a un TDAH est très dépendant de la récompense immédiate. Donc il aime bien que les choses soient faites rapidement, le plus condensé possible, tout en une fois. Et donc cette personne aura de la peine à séquencer, planifier des petites séquences dans le temps, hein, dans la semaine, dans le mois et autres. Et en gros, les choses sont pas faites parce que comme pour la personne, il n'y a pas de récompense immédiate à faire la tâche, ben finalement il ne la fait pas ou elle ne la fait pas. Et donc la personne va procrastiner. Hein. La procrastination est un quelque chose qui est quasi constant chez les personnes qui ont un TDAH. Hein. Ils vont préférer une tâche à récompense immédiate qu'une tâche qui demande un effort mental soutenu, ou à ce moment je le fais sous stress, à l'arrache au dernier moment, parce que sous stress je suis plus performant. Alors on peut évidemment se reconnaître. Alors de nouveau, hein, on peut se reconnaître si ça marche et puis que c'est efficace, on s'en fout. Mais si ça pose un problème dans le fonctionnement de la personne, ben c'est problématique. Hein. Typiquement planifier les vacances, hein, c'est le classique. Les personnes avec un TDAH vont planifier extrêmement en retard ou planifient sans vérifier que tout est OK pour la personne ou le conjoint ou toute la famille ou la conjointe. Et donc, on se retrouve à planifier des vacances. Au moment où j'avais une patiente, c'était un patient en l'occurrence, qui planifiait des vacances complètement content, il part, il va voir, il y a une offre pour partir en Italie, il dit ah c'est génial, on va prendre l'offre pour partir en Italie, il prend l'offre, il rentre chez lui, il raconte à sa femme mais c'est génial, j'ai planifié les vacances, il avait oublié de demander à sa femme si elle avait pris ses vacances durant cette période-là et il s'est fait engueuler, etc. Donc en fait ça amène à des conflits parce que la planification est pas correcte. Hein, donc on fait tout sur un coup de tête, au dernier moment, à l'arrache, sous stress. Après, il y a aussi voilà. Donc ça, c'est pour les difficultés d'attention. Hein. Donc on peut plus ou moins s'y reconnaître. Mais il faut imaginer que il y a une difficulté d'estimer de manière assez fine le temps à attribuer à une tâche. Généralement, quelqu'un qui a un TDAH veut tout faire dans 1 heure. Hein, donc on peut aller voir son médecin, on peut aller faire les courses ou bien je sais pas, aller faire des achats et en plus aller voir sa mère ou son père, tout dans 1 heure, ce qui est pas possible, mais pour quelqu'un qui a un TDAH, il est convaincu qu'il est capable de le faire. Donc ça c'est un peu les difficultés de planification et d'organisation des tâches. Voilà. Est-ce que le TDAH, on peut dire que c'est un spectre, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas les mêmes symptômes, on varie en fonction de ce qu'on a, ou tout le monde a exactement le même schéma de fonctionnement? Non, alors il y a vraiment, alors c'est un spectre un peu comme le spectre autistique, hein, donc dans le sens qu'il y a des gens qui vont avoir une sévérité plus ou moins importante et d'autres qui vont présenter tout un panel de symptômes, l'ensemble des symptômes et d'autres pas. Hein. Donc c'est en effet un spectre. Il y a des gens qui vont aussi avoir des capacités à mettre en place des mécanismes adaptatifs, hein, qui peuvent permettre d'aller assez loin dans la vie sans forcément en souffrir enfant. C'est pour ça que les symptômes n'étaient pas là, mais en fait ils n'étaient pas handicapants. Puis l'handicap vient plus tard. Hein. Typiquement procrastiner ou faire les choses tout au dernier moment. Si je vis seul et puis que je suis assez smart, on va dire avec un QIO, ça pose aucun problème. Je peux travailler le soir, je peux faire tout, rattraper les tâches que j'ai pas fait administratives le week-end et autres. Le jour où je me mets en couple, c'est plus possible. Hein, parce que je peux plus dire à mon conjoint ou ma conjointe, bah écoute, cet après-midi là, j'ai pas fait les tâches que je devais faire au boulot parce que je regardais YouTube ou ce qu'on veut. Et en gros, samedi après-midi, ce qu'on avait prévu, on le fait pas parce qu'il faut que je rattrape les tâches que j'ai pas faites. Bah ça joue plus. Donc en gros, ça peut apparaître assez tardivement. Hein. Donc ça va dépendre aussi de ça. Est-ce qu'il y a des symptômes qui diffèrent en fonction des hommes ou des femmes? Ouais. Alors ce qu'on n'a pas évoqué, hein, ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est les difficultés d'attention, et on a aussi une autre variante, hein, qui est l'hyperactivité et l'impulsivité. C'est le même trouble, mais l'hyperactivité va se traduire par une difficulté de rester tranquille, un besoin de bouger beaucoup, de parler beaucoup, de prendre de la place sur l'autre. Hein. C'est des gens qui peuvent envahir l'espace d'autrui.
Il y a une tendance à interrompre constamment la parole. Chez l'adulte, alors chez l'enfant, ça va être le petit turbulent qui va, ou la petite turbulente qui va bouger tout le temps et puis prendre les objets de ses camarades de classe sans le demander, ou qui interrompt constamment l'instituteur en classe en disant moi je sais. Donc une difficulté de rester tranquille. Chez l'adulte, ça va s'intérioriser, hein, et puis ça va plutôt être une difficulté de rester tranquille. Hein. Si je suis dans une réunion qui est ennuyeuse, il va falloir que je bouge. Donc je vais commencer à bouger les jambes, je vais commencer à me ronger les ongles, jouer avec les cheveux. Alors maintenant, il y a heureusement des téléphones et puis des ordinateurs sur lesquels on peut jouer pour canaliser cette hyperactivité. Mais ensuite, ça va être aussi difficile dans le couple, hein, dans lesquels quelqu'un qui a une hyperactivité va constamment avoir besoin de faire quelque chose. Hein. Il y a toujours besoin d'être actif. Le repos, la détente est très difficile, hein, de ne rien faire. Et c'est surtout le soir que ça s'active, c'est plus calme. Le soir, il y a moins de stimuli extérieurs. Et donc, en fait, le flux de pensée qui est lié à l'hyperactivité va s'ouvrir le soir et la personne aura de la peine à dormir. Donc, aura besoin de faire quelque chose. Alors, généralement, on conseille aux personnes qui ont ça pour s'endormir d'écouter des podcasts, en l'occurrence. Parce que ça permet de calmer l'individu puis de filer un filtre dans le cerveau pour empêcher d'avoir 250 000 pensées. Et puis après, il y a la difficulté aussi à patienter, à attendre, hein, les files d'attente. Les bouchons sont très compliqués pour quelqu'un qui a un TDAH. Cette tendance-là d'hyperactivité, d'impulsivité chez les enfants est plus marquée chez les garçons que chez les filles. Et les filles ont plus de difficultés attentionnelles. Alors, on ne sait pas trop si c'est parce que c'est, on va dire, une expression qui est liée au genre, ou est-ce que c'est en gros une vision d'une société patriarcale qui fait que le trouble s'exprime comme ça. Alors, je m'explique. On autorise les garçons à être hyperactifs, à bouger beaucoup, à faire les cons, à gueuler, etc. Les filles, non. Et les filles apprennent très tôt à intérioriser probablement l'hyperactivité. Ça veut pas dire qu'elles sont pas hyperactives, mais que ça se manifeste de manière différente sous une modalité attentionnelle. C'est-à-dire qu'elles vont être plus studieuses, plus attentives, mais parce qu'on leur demande ça. Et on le sait que ça a un petit peu changé parce que les ratios qui étaient à peu près de TDAH, de prévalence dans l'enfance, hein, on avait à peu près 5 garçons pour une fille qui souffrait du trouble, parce que probablement par biais épidémiologique, hein, le côté hyperactif, impulsif était plus manifeste, et donc on détectait plus facilement les garçons que les filles qui étaient dans la lune, rêveuses, etc. Est en train de changer, on est sur des ratios 3-1, on peut faire un pari que dans quelques années on sera peut-être à un ratio 1-1. Okay. Étant donné que chez l'adulte, la prévalence, enfin on va dire le ratio homme-femme est similaire. Donc on a des femmes qui rattrapent, chez qui l'émergence de troubles vient plus tard. Étant donné que c'est un trouble neurodéveloppemental, on s'attendrait à ce qu'il y ait aussi un ratio 1-1 dans l'enfance. Et que c'est probablement en fait la vision qu'on a du trouble et de la manière dont le trouble doit s'exprimer en fonction du genre qui fait que le trouble s'exprime comme ça chez les filles et chez les garçons. Je donne un exemple. C'était extrêmement rare il y a 20 ans de voir des filles faire des bastons ou des bagarres dans d'être donc impulsives, hyperactives, etc. Dans des cours d'école, alors que maintenant vous avez quasi à peu près moitié-moitié, hein, de garçons et de filles qui font des bagarres. L'autre exemple que vous pouvez avoir aussi par rapport à ça, hein, c'est les femmes au volant. Hein, l'hyperactivité était considérée, le côté impulsif, agressif, etc. était considéré très masculin. Mais en fait, on se rend compte qu'actuellement, il y a un changement et l'expression de l'hyperactivité et de l'impulsivité est tout autant permis chez les femmes que chez les hommes. Et on retrouve tout autant de femmes qui vont gueuler et faire les cons, entre guillemets, comme les cons de mecs, au volant, et qui vont être hyperactives, impulsives, pareil. Hein. Je sors toujours l'exemple d'une chanson de Renaud qui était où il parle de Margaret Thatcher. Je sais plus comment elle s'appelle cette chanson, mais il dit on ne verra jamais de femmes. C'était une chanson qu'il avait écrite dans les années 70, 70 en Suisse, dans lesquelles il dit on ne verra jamais de femmes crier dans un match de foot après des footballeurs qui tapent dans un ballon. Ben en fait c'est faux. On ne verra jamais de femmes qui sont au volant en train de faire les cons, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ben en fait c'est faux. Hein. La société a changé et on peut imaginer que l'expression va probablement du trouble changer aussi, et qu'on va avoir autant d'hyperactives que d'hyperactifs, autant de difficultés, autant d'hommes avec difficulté d'attention que de femmes avec difficulté d'attention.
Si vous avez aimé cet extrait qui est assez court parce qu'on aime vous proposer des formats différents dans vos vies à 1000 à l'heure, eh bien, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode dans son entièreté. À très vite.